20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Le petit train bleu à l'arrêt pendant 48 heures. Ainsi en a décidé l'intersyndicale des travailleurs pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme étant un mépris de l'État à leur égard. Face à la presse, ces travailleurs sollicitent l'intervention du chef de l'État. Et puis, pas de train Dakar-Touba cette année pour le Grand Magal de Touba. Une décision prise par le ministère des Transports sans le consentement de l'intersyndicale. Les précisions de Mambay Tunkara, coordonnateur de l'intersyndicale des travailleurs de Dakar Bamako Ferroviaire, que vous entendrez au cours de cette édition. Les enseignants impliqués dans des cas d'abus sexuels constatés en milieu scolaire. Human Rights Watch a publié ce mardi son rapport 2017. L'ONG fustige cette violence sexuelle exercée sur les mineurs par une catégorie professionnelle censée donner le bon exemple. Et puis le chef de l'État est arrivé en Casamance dans le cadre d'une tournée économique. Macky Sall annonce 16 milliards d'investissements pour la relance du tourisme et le lancement de Promoville. Bilan du pèlerinage 2018, contrairement à de nombreux pèlerins, le délégué général au pèlerinage affirme que l'édition 2018 a battu le record des performances. Abdoulaziz Kébé reconnaît toutefois les manquements constatés dans les domaines de l'hébergement et de la restauration. Dans cette édition, le compte rendu de son face-à-face avec la presse. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec cette information qui nous est parvenue. La liberté provisoire accordée aux jeunes fils de Ouakam impliqués dans le drame du stade Demba Diop. En ligne avec nous tout de suite, Maître Moussa Assar, leur avocat. Bonsoir, Maître. Maître, bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, comment avez-vous accueilli cette décision? Bon, écoutez, nous avons accueilli cette décision avec soulagement. Il reste que, comme vous le savez, lors des événements, il y avait en 2017 11 Ouakamois qui avaient été arrêtés. Il y a de cela 2 mois, 4 avaient bénéficié d'une liberté provisoire. Il restait 7 en prison. La semaine dernière, nous avons introduit une nouvelle demande pour obtenir la liberté provisoire des 7 détenus restants. Aujourd'hui, le doyen des juges a rendu une décision pour en libérer 3. Donc il en reste 4. Donc il y a un soulagement, mais il reste que le combat continue jusqu'à la libération totale de tous les jeunes détenus de Ouakam, parce qu'aujourd'hui, en droit, toutes les conditions sont réunies pour qu'ils puissent bénéficier de la liberté. Merci beaucoup, Maître Moussa Assar, pour ces éclairages. Le petit train bleu à l'arrêt, 48 heures de grève, c'est le mot d'ordre de l'intersyndicale des travailleurs du petit train bleu et de Dakar Bamako Ferroviaire. Face à la presse, l'intersyndicale des travailleurs dénonce le mutisme de l'État par rapport à la situation, mais aussi soulève des inquiétudes face à l'érection du train express régional. Ils appellent le chef de l'État à intervenir. Compte rendu d'Issa Prera. Le rail traverse des moments catastrophiques. C'est l'avis de l'intersyndicale des travailleurs. Des mois sans activité, zéro cotisation sociale pour les travailleurs. Se soigner pose un véritable problème. Assez pour sonner l'alerte, les travailleurs de Dakar Bamako Ferroviaire et du petit train bleu ne savent plus où donner de la tête. Vous savez qu'aujourd'hui, Dakar Bamako Ferroviaire est 8 mois sans activité. Vous savez qu'aujourd'hui, l'avenir des petits trains de banlieue, par rapport au démarrage de terre, l'avenir de ces travailleurs et de cette entreprise est sombre. Parce qu'ils ne sont pas impliqués, ils ne savent même pas ce que va devenir demain les travailleurs de petits trains de banlieue. Aujourd'hui, au dehors de DBF, nous sommes presque à des arriérés de cotisation sociale. Au niveau de la présentation médicale des travailleurs, zéro. Ces travailleurs se sentent menacés par l'érection du train express régional, mais également ils déplorent l'absence de dialogue entre les autorités et le syndicat. En fin de compte, pour que les travailleurs nous disent exactement quel est le sort des travailleurs dans le projet de réhabilitation du chemin de fer Dakar-Bamako que le président de la République a décliné récemment. Parce qu'on ne peut plus continuer à percevoir des salaires que nous ne produisons pas. Mais le temps de réhabilitation du chemin de fer, il est bon qu'on dise exactement quel sera le sort des travailleurs. Ou à défaut, s'ils ont des perspectives de réhabilitation du chemin de fer, qu'ils nous disent exactement qu'est-ce qui est fait. Particulièrement le Dakar Bamako Ferroviaire et le petit train de banlieue.
Aujourd'hui, les 3 syndicats maisons de DBF, en collaboration avec nos camarades du petit train de banlieue, ont convergé nos forces dans le sens d'interpeller les autorités, en l'occurrence le président de la République, sur la situation de ces 2 entreprises. À partir de ce jeudi, l'intersyndicale Dakar-Bamako Ferroviaire va croiser les bras pour 48 heures. Après ce mouvement d'humeur, d'autres actions sont prévues pour se faire entendre. Nous restons avec les travailleurs de l'intersyndicale qui affirment qu'il n'y aura pas de train Dakar-Touba cette année pour le Grand Magal, une décision unilatérale du ministère des Transports sans leur consentement. Nous les écoutons toujours au micro de Lissa Prera. Ce qui est plus illustrant, récemment, vous avez entendu le ministre dire que le train de Magal est suspendu cette année. Ça n'a pas été l'objet d'échanges. Mais ce que nous voulons dire, c'est là-bas, au moins faire la précision à l'opinion, qu'on n'a jamais été ni impliqué sur un projet d'arrêt du train. S'il s'agit d'insécurité, c'est nous qui devions le dire en tant que comme encore acteurs. Mais les acteurs, à savoir le petit train de banlieue qui est en charge le matériel, le DBF qui est en charge comme encore l'entretien et la sécurité, n'ont jamais été saisis sur ce problème d'insécurité. À présent, ce rapport de l'ONG Human Rights Watch, Dakar, Sédhiou et Kolda en pole position des régions les plus touchées par les abus sexuels. Selon l'ONG, ce sont les enseignants qui sont acteurs de ces violences sexuelles exercées en milieu scolaire. Human Rights Watch dénonce ainsi une défaillance du système éducatif dont la cause serait cette recrudescence d'abus sexuels commis sur des jeunes filles. L'institution fustige que des enseignants censés donner le bon exemple s'adonnent à des actes aussi odieux et appelle à la retenue. Fatoumata Touré. Les violences sexuelles en milieu scolaire, une réalité au Sénégal. Dakar, Sédhiou, Kolda, les régions les plus touchées selon Human Rights Watch, qui pointe un doigt accusateur sur les enseignants. Le rapport a révélé que dans certaines écoles, il y a des enseignants ou bien de chefs d'école, des surveillants qui, il arrive que parfois ils exploitent sexuellement et harcèlent ces élèves et que les élèves n'ont pas tellement de mécanismes pour porter plainte quand il y a la violence sexuelle dans les écoles. Devant la récurrence de ces abus sexuels, l'ONG décèle une défaillance dans le système éducatif. Il n'y a pas tellement de statistiques au niveau du Sénégal. En fait, on pense que vraiment c'est une faiblesse dans le système. Et on recommande que le gouvernement vraiment fasse une recherche au niveau national. Il faut aller plus loin pour savoir juste combien d'enfants sont affectés par cette pratique néfaste. Dans le souci d'une meilleure protection des élèves, Human Rights Watch propose un code de conduite des enseignants. On recommande non pas seulement au ministère de l'Éducation nationale et différents ministères, mais aussi aux syndicats des enseignants, de vraiment joindre les efforts d'adopter un code de conduite pour tous les gens qui sont involucrés dans le système éducatif, pour vraiment s'assurer que tout le monde connaît ses obligations. L'association des femmes juristes, pour sa part, opte pour la dénonciation pour lutter contre le phénomène. Vous savez, les questions de sexualité, c'est parfois tabou et c'est pas vraiment évident pour les victimes, surtout de dénoncer ces cas-là. C'est pourquoi il y a beaucoup encore il faut continuer la sensibilisation, inciter les personnes à dénoncer ces cas de victimes afin que la loi puisse être appliquée, que justice soit faite. Ce n'est pas normal, intitulé du rapport de Human Rights Watch. Les abus sexuels dans les écoles commencent à prendre des proportions inquiétantes. Human Rights Watch dit stop. Bilan du pèlerinage 2018. La rencontre s'est tenue ce mardi. Face à la presse, le délégué général au pèlerinage affirme que l'édition 2018 a battu des records de performance. Toutefois, El Hadj Abdoulaziz Kébé a mis le doigt sur les manquements constatés dans les domaines de l'hébergement et de la restauration. Il y a même apporté des explications dans ce reportage signé Fatou Bintou Conté. Pour un pèlerinage à la Mecque, celui de l'année 2018 bat le record en termes de préparation et de performance, si du moins l'avis du délégué général au pèlerinage, surtout en ce qui concerne l'octroi des visas aux pèlerins. Comparer le pèlerinage de 2018 au pèlerinage 2016 et 2017. Si nous nous efforçons de faire cet exercice, nous nous rendrons compte que le pèlerinage de 2018 a été mieux préparé que les années précédentes, que les performances que nous avons eues cette année
nous ne l'avons pas eu, nous ne les avons pas eus les années précédentes. Mais notons que ce pèlerinage a connu des difficultés, et pas des moindres. L'hébergement à Mouna, où beaucoup de pèlerins ont eu des problèmes durant ce séjour. Cette année, nous nous sommes dit, avant d'installer les pèlerins, nous allons compter les matelas. Alhamdoulilah, ça aussi, c'est quelque chose que nous pouvons considérer comme une performance cette année. Parce que les années précédentes, tous les pèlerins n'avaient pas de matelas. Cette année, tous les pèlerins ont eu un matelas. Nous avons compté les matelas 3 fois de suite. Nous avons compté jusqu'à obtenir le nombre de matelas proportionnel au nombre de pèlerins que nous avions. Nous les avons installés dans les tentes. Au moment d'héberger maintenant les pèlerins, nous nous sommes trouvés avec plus de 200 pèlerins qui n'avaient pas de place dans les tentes. Mais comment se faisait-il? Toujours à l'étape de Mouna, la restauration a connu des défaillances. Nous n'avons pas de récrimination en ce qui concerne Médine et la Mecque. En ce qui concerne la restauration. Aucune récrimination, en tout cas, je n'ai pas entendu de... Voilà. La délégation n'a pas reçu. Pour ce qui concerne Mouna, oui, il y a un problème. D'autres problèmes ont été soulevés lors de ce bilan du pèlerinage, surtout le comportement de pèlerins lors des vols retour, situation que le commissaire compte remédier prochainement pour un pèlerinage, sans quoi. Renouvellement du contrat d'affermage de la SDE, Momar Ndao se prononce. Le président d'Ascosen affirme que l'État perd près de 40 milliards de francs CFA sur la durée de concession s'il porte son choix sur un opérateur autre que la Société des Eaux. Pour rappel, cela fait plus de 5 mois que la Société des Eaux attend justement la réponse de l'État après un appel d'offres. À ce propos également, Momar Ndao estime qu'il est inacceptable de payer plus cher les factures d'eau. Alassane Ba, Amadouba pour le reportage. L'heure est grave selon Momar Ndao et l'État tarde encore à faire son choix entre la SDE, Suez et Veolia. Tout devait être tiré au clair depuis le mois de juin dernier, mais jusque-là, c'est l'attente. On a dépassé de plusieurs mois. La SDE est dans une situation telle qu'elle ne peut pas faire des commandes, elle ne peut pas acheter, elle ne sait pas si elle sera reconduite ou si elle ne sera pas reconduite. Donc par conséquent, s'il y a des difficultés, parce que vous savez, quand vous avez une pompe qui tombe en panne, il faut 6 mois. Vous imaginez tout le temps qu'on est en train de perdre s'il y a un seul problème qui se passe, mais SDE ne va pas investir si elle ne sait pas qu'elle va continuer. Donc tout ce qui est gestion de la potabilité de l'eau, il faut commander tous les éléments qu'on met pour pouvoir maintenir une eau propre. Mais ça prend du temps. Et donc si on attend jusqu'à la fin pour dire oui, maintenant c'est vous, ou bien oui, ce n'est pas vous, mais vous vous imaginez, on va commencer à boire de l'eau qui ne sera pas propre. C'est au détriment des consommateurs. Selon des informations, l'État du Sénégal aurait porté son choix sur la société française Suez qui a fait une offre plus chère. Momar Ndao émet des craintes, le consommateur risque de payer des factures plus chères. Le ministre avait dit que la SDT était moins disante. Mais si vous prenez quelqu'un de plus cher, ce choix tournerait autour de environ 40 milliards que l'État va perdre sur la durée de la concession. Est-ce que l'État peut se permettre de perdre cet argent-là? Ensuite, si par exemple on doit faire partir la SDE, mais l'État doit rembourser un certain nombre de choses, certains investissements sur les compteurs, etc. Ça va tourner autour facilement de 80 milliards. Est-ce que l'État aujourd'hui a de l'argent pour mettre 80 milliards comme ça à l'air, 40 milliards, etc. Et puis nous pensons que pourquoi l'État va prendre quelqu'un qui va être plus cher et qui va donc essayer de répercuter ce prix plus cher aux consommateurs? Nous ne l'accepterons pas. Nous n'accepterons pas qu'on augmente le prix tout simplement parce qu'on a choisi quelqu'un d'autre qui est plus cher. Ils ne l'accepteront pas et l'autorité doit tirer cette affaire au clair le plus vite. Et puis je vous l'annonçais en titre, le chef de l'État Macky Sall en Casamance depuis ce début d'après-midi. Il a eu droit à un bain de foule au Cap Skirring avant de déclarer dans son allocution que les partenaires vont investir 16 milliards de francs CFA pour la relance du tourisme dans la région. À Oussouye, Macky Sall a promis le lancement de Promoville et tout de suite en direct avec nous dans ce journal, Boubacar Diassi, notre correspondant à Ziguinchor. Bonsoir Boubacar.
Bonsoir Sarah. Alors, le chef de l'État est arrivé en Casamance et a fait d'importantes déclarations pour le développement de la région verte. Oui, affirmatif. Donc, l'avion présidentiel est arrivé au Cap Skirring, à l'aéroport international du Cap Skirring à 16h36 minutes. La Pointe Sarène, comme on l'appelle, dès que la Pointe Sarène a atterri, donc le chef de l'État a salué, a procédé aux salutations protocolaires. Ensuite, il s'est offert un bain de foule, comme vous l'avez dit, une foule bigarrée, certes, mais dans laquelle nous avons constaté la présence de beaucoup d'écoliers venus avec des drapelets verts, jaunes, rouges. Une manière de faire plaisir au chef de l'État qui est venu dans leur localité. Dans son allocution, Macky Sall a parlé de l'investissement par des partenaires de l'État d'une somme de 16 milliards de francs CFA pour la relance du tourisme. Il a également fait cas donc de la réouverture d'une chaîne hôtelière au Cap Skirring, une chaîne qui est fermée mais une chaîne qui est bien sénégalaise. Il a également parlé donc de la prise en charge des jeunes par du département de Oussouye par la délégation à l'entrepreneuriat rapide. Macky Sall a également donc annoncé, comme vous l'avez dit, dans sa globalité, la relance du tourisme dans toute la région de la Casamance. Une fois après avoir fait donc ces déclarations, le cortège s'est ébranlé sur Oussouye. Aussi également, le chef de l'État s'est offert un bain de foule, une foule également bigarrée, constituée également d'élèves. C'est pour dire que la région donc des Ziguinchor est très bien scolarisée. Alors, à Oussouye, il a fait d'autres déclarations. Il a notamment annoncé donc le lancement du programme de promotion des villes, autrement appelé Promoville. Il a même précisé que Oussouye allait bénéficier de 5 km de route. Oussouye d'ailleurs qui est une commune très petite qui s'étend sur 44 hectares seulement. Macky Sall a annoncé pour un peu relancer donc l'économie de Oussouye, l'extension de cette commune. Après avoir fait cette allocution, donc ces annonces, le chef de l'État s'est rendu... Dans ces annonces également, excusez-moi, le chef de l'État a parlé de l'ouverture de l'ENO. Un ENO d'ailleurs dont il a posé la première pierre avant de se rendre dans la cour du roi Sibilou Mbaye Diédhiou. Il faut préciser ici que c'est le premier chef de l'État depuis Senghor à mettre les pieds dans la cour du roi parce que généralement c'est le roi qui trouvait le chef de l'État donc pour avoir une audience. Cette fois-ci, Macky Sall a préféré faire le chemin inverse pour aller rendre visite donc au roi Sibilou Mbaye Diédhiou. Ensuite, le cortège s'est dans les Ziguinchor. Nous sommes d'ailleurs comme ça à Ziguinchor. Mais une information de taille, Sarah, parce que le chef de l'État a fait halte à Niambalan, au pont de Niambalan. Tout le monde se souvient, au Sénégal, du pont de Niambalan qui avait été la cible de bandes armées qui avait tenté de faire sauter ce pont. Macky Sall s'est arrêté pendant une bonne dizaine de minutes pour constater l'ampleur des dégâts, Sarah. Merci beaucoup Boubacar Diassi pour toutes ces précisions. Voilà donc le chef de l'État actuellement en Casamance dans le cadre d'une tournée économique après une visite, comme vient de nous le dire Boubacar Diassi, au roi d'Oussouye et une série d'audiences à la gouvernance de Ziguinchor. Le chef de l'État procédera au lancement des travaux du pont Émile Badiane et dans la région verte, de gros espoirs sont fondés sur cette visite. Les populations espèrent que le président de la République se prononcera sur les ponts de Baïla et de Djouloulou, mais aussi sur l'exploitation du zircon. Boubacar Diassi. Au programme du chef de l'État ce dimanche dans la région de Ziguinchor, entre autres, l'inauguration de la route nationale numéro 6 reliant les régions de Ziguinchor et Kolda en passant par celle de Sédhiou. Macky Sall devrait lancer dans la commune de Ziguinchor le programme de modernisation des villes communément appelé Promoville. Selon nos informations, Macky Sall devra surtout poser la première pierre du deuxième pont Émile Badiane de Ziguinchor. Sauf que dans le même temps, sur la route nationale numéro 5, le pont de Baïla et celui de Djouloulou dans le département de Bignona croulent sous le poids de l'âge. Celui de Baïla est même meurtrier. Nous savons très bien que ce pont-là date de plus de 50 ans et il est arrivé à un état de délabrement inquiétant, qu'il y a des camions qui quittent le pont pour se jeter dans l'eau. Je pense qu'il faut beaucoup faire attention, ne pas faire comme avec le bateau Diola. Les gens se sont dit peut-être qu'avec l'arrivée du président de la République, ce serait l'occasion de poser la première pierre au niveau du pont de Ziguinchor, qu'il devait être attendu aussi au niveau de Djouloulou pour qu'il vienne maintenant poser cette première pierre, qui est une demande de la population locale. C'est d'ailleurs cette place Émile Badiane de Bignona qui est choisie pour lancer le PUDC dans la région de Ziguinchor. Mais dans ce même département, ceux qui s'opposent à l'exploitation du zircon haussent le ton pour que le chef de l'État les entende.
Il est temps vraiment de renseigner le président de la République, le premier magistrat de la nation, qu'au fait, tous les rapports qui ont été sur la table du président font croire au gouvernement que tout est rose dans ce dossier. On dit toujours non à ce projet. Macky Sall devra quitter Ziguinchor lundi matin avant d'y revenir en février 2019. Ce sera pendant la campagne présidentielle. Le chef de l'État également attendu à Sédhiou ce samedi pour procéder à la pose de la première pierre de la route Sédhiou-Marsassoum d'un montant de 46 milliards de francs CFA. L'infrastructure doit permettre de relier les 3 régions de la Casamance. Bakary Konté. La nouvelle est très bien accueillie par les populations du Pakao, les élus locaux, entre autres les acteurs au développement. Le fléau de Sédhiou, c'est les infrastructures. Le fléau de Sédhiou, le mal de Sédhiou, c'est l'enclavement. Aujourd'hui, en mettant le pont, le président Macky Sall désenclave totalement toute la Casamance naturelle. En construisant le pont, le président Macky Sall relie les 3 régions de toute la Casamance naturelle. Il ne s'est pas arrêté seulement qu'au pont de Marsassoum. Aujourd'hui, il a prévu de construire 8 ponts au total dans toute la Casamance naturelle. Il va construire toutes les boucles de la Casamance naturelle. 46 milliards ont été dégagés pour la construction de l'axe Sédhiou-Marsassoum. Au niveau de la commune, les infrastructures donc, sortent de toutes parts. Vous avez vu, on a 4 km de voirie au niveau communal. La route Sédhiou-Marsassoum est presque terminée. Le pont, les travaux ont presque démarré parce qu'ils sont dans la première phase qui est la phase donc, qui constitue donc, à sonder d'abord le sol. Ils sont dans cette première phase-là. Et à la suite de cette phase, donc, nous pouvons donc véritablement dire que les travaux de la construction du pont de Marsassoum ont véritablement démarré. Dans la commune de Sédhiou, tout est en chantier. C'est le président de la République. Quand il se déplace, c'est une institution qui se déplace. Donc il est du devoir de tout citoyen d'aller l'accueillir et surtout de l'écouter par rapport à ce qu'il doit dire. Mais surtout magnifier, parce que tout simplement il vient en tournée économique et certainement voir l'état d'avancement des travaux en cours dans cette ville-là. À ce niveau, il faudra saluer les réalisations qui ont été faites au niveau de Sédhiou. Et je pense que c'est une occasion aussi pour les populations de sortir pour remercier le président de la République. Avec toutes ces réalisations, les populations de Sédhiou ont promis de réserver un accueil chaleureux au président de la République. Parlons santé à présent avec le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr qui confirme la présence de la dengue à Touba. Abdoulaye Diouf Sarr était en visite dans la capitale du mouridisme et il a donné des assurances sur la mobilisation des ressources de l'État pour éradiquer cette maladie virale avant le Magal de Touba. Il est au micro de Talassane. Demander aux populations de manière générale d'être extrêmement vigilants et de participer avec le ministère de la Santé dans cette offensive contre la dengue. Il y a lieu de dire que c'est dans le cadre du dynamisme du ministère de la Santé dans sa dimension prévention et dans sa dimension surveillance qu'on a effectivement donc identifié des cas de dengue d'abord dans la région de Fatick et ensuite le dispositif d'investigation tout azimut nous a permis d'identifier effectivement des cas ici à Touba. Ce qui veut dire que notre système est un système efficace. Ce n'est pas effectivement des cas qui nous ont surpris, mais c'est des cas qu'on a recherchés et finalement qu'on a trouvés. Il faut donc que toute la communauté se mette avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale pour changer globalement les comportements. Changer les comportements, c'est essayer bien entendu de détruire l'ensemble des gîtes larvaires, là où effectivement le moustique se cache, notamment au niveau des pneus usagés, au niveau des canneries, au niveau de certains ustensiles qu'on laisse souvent dans les domiciles avec de l'eau, au niveau de certains bassins. Il faut avoir véritablement un comportement préventif. Et en santé toujours, sachez que la coalition And Gueusseum a décidé de poursuivre la grève. Les personnels de santé de la sous-section du SUTSAS de Thiès ont tenu une assemblée générale et cela pour fustiger le silence des autorités. Ils affirment en être à leur 13e plan d'action et se désolent du fait que l'État n'arrive toujours pas à satisfaire leurs doléances. Reportage Charanta Diop et Saïla Tire.
Les syndicats de la santé de Thiès, regroupés au sein de la coalition And Gueusseum, unissent leurs forces pour contraindre le gouvernement à satisfaire leurs revendications. Ils sont à leur 13e plan d'action et jusqu'ici rien n'a été fait. Et la sous-section du SUTSAS de Thiès se désole de cette situation. C'est pourquoi le syndicat, avec notre alliance And Gueusseum, a décidé de dire sur le ton ce qu'explique ces séries de grèves que nous vivons depuis un certain nombre de temps. And Gueusseum a utilisé tous les moyens pour qu'on ne vive pas cette situation-là. Mais l'État, depuis 13 plans d'action, ne réagit pas. On ne comprend pas exactement pourquoi l'État ne réagit pas. Ça, c'est le premier point. Ces blouses blanches de Thiès ont aussi dénoncé l'installation des CDS au niveau des structures sanitaires. C'est le principe des CDS sur la loi et on n'a pas de problème, parce que le syndicat a participé à sa confection. Sur quoi nous avons des problèmes? Sur les arrêtés des ministres qui disent que pour le personnel que nous employons dans les postes de santé, dans les structures sanitaires, dans les centres de santé en général, leur motivation, leur émulation qui était basée sur un pourcentage va diminuer pratiquement de moitié. Ce qui, on le sait, parce que nous vivons avec eux, va complètement décourager ce personnel-là, ou bien va pousser peut-être à des comportements qui ne sont pas tellement orthodoxes par rapport au travail auquel ils sont assignés. Là, du dilatoire des autorités, le SUTSAS de Thiès a pris ses responsabilités afin qu'elle fasse autant pour permettre au président de la République de corriger l'injustice sociale subie par les personnels de santé de la coalition And Gueusseum. L'actualité politique dans ce journal à Dara Djolof, le coordonnateur du PDS, Omar Sarr, a pris la défense d'Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF. Il souhaite également un bon vent à Maître Madi Kényan, son ancien camarade. Omar Sarr ajoute que malgré le départ de Madi Kényan du Parti démocratique sénégalais, eh bien, le PDS reste plus fort que jamais. Ces propos sont recueillis par Modou Mbaye. Lui-même, Ousmane Sonko est revenu sur ça, il a donné son explication, il a parlé ensuite avec le président Wade. Vous avez vu les mots très élogieux qu'il a prononcés envers le président Wade. Pourquoi vous voulez que je vienne condamner notre frère Ousmane Sonko? Je n'ai aucune remarque par rapport à cela. Je me dis qu'il a bien sûr la liberté de rester ou de ne pas rester au niveau du PDS, mais en posant une candidature, comme il dit, alternative qui est en fait une candidature de substitution, il se met lui-même en dehors du PDS. Le parti est resté intact dans sa majorité. Bien sûr, dans certaines localités, il peut y avoir des personnes qui le suivent, mais dans l'ensemble, vraiment le parti continue de se renforcer jour après jour. Et puis à Saint-Louis, annoncé dans la mouvance présidentielle, les partisans de Braya ont apporté un démenti et jurent que leur leader ne va jamais traduire son mentor Abdoulaye Wade. Les libéraux en conférence de presse ont manifesté leur colère suite à cette information qu'ils considèrent comme étant de l'intoxication. Une rencontre perturbée par les partisans de Mayoro Faye qui réclament, eux, la sortie publique du sujet en question d'Ahmed Fall Braya. Sidi Bouyasek est le porte-parole du jour des partisans de Braya. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, nous réitérons notre engagement et notre dévouement derrière ce mentor, l'homme incontestable de Saint-Louis du Sénégal, l'homme qui a rehaussé la barre du parrainage à Saint-Louis du Sénégal, l'homme qui n'a jamais voulu trahir Maître Abdoulaye Wade et qui n'a bénéficié d'aucun privilège de l'État. Mais aujourd'hui, Ahmed Fall Braya réaffirme et confirme son appartenance au sein de ce parti. Je veux que Saint-Louisiennes et Saint-Louisiens, peuple sénégalais, sachent que Ahmed Fall Braya soutient la candidature de Karim Meïssa Wade au soir des élections du 24 février. Et que, Inch'Allah, nous allons montrer cette démonstration de force et que Saint-Louis restera toujours bleu et Ahmed Fall Braya restera toujours dans le parti et ne va jamais trahir Maître Abdoulaye Wade et dire non à cette abnégation et dire non à ce refoulement et dire non à ce que ces gens parlent. Ahmed Fall Braya réaffirme son appartenance au sein du parti. Ahmed Fall Braya est membre du PDS et restera toujours membre du PDS. C'est le nom d'une manœuvre organisée par le cadre interministériel de coordination des opérations de lutte antiterroriste en partenariat avec la coopération française. Un exercice qui vise un certain nombre d'objectifs dans un contexte de menaces terroristes. La manœuvre a eu pour cadre l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Et pour plus de détails, nous écoutons le lieutenant-colonel Abdoulaye Diagne. Voilà l'objectif de cet exercice de simulation
était de tester un peu les capacités des forces de défense et de sécurité à faire face à une attaque de type terroriste. Mais pour le cas précis, il s'agissait dans un premier temps d'évaluer les capacités de déploiement, également les capacités d'intervention des secours, mais aussi et surtout la capacité de coordination, en tout cas de l'ensemble des forces et des services qui doivent intervenir sur la scène. Et juste avant de se quitter, sachez qu'après Fatick et Touba, la maladie de la dengue se signale au nord du Sénégal, plus précisément à Rosso du Sénégal, où 6 cas ont été signalés. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information de tout en images à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Excellente suite des programmes, excellente soirée. Demain et tout le week-end, vous aurez Cher Tidiane Diao à la présentation. Encore une fois, merci.